Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les Interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'acteur du podcast d'aujourd'hui, c'est Benoît Goffin. Il vient nous parler de son deuxième roman, Lueur d'Ermitage. Et tout comme la première interview qui concernait son premier roman, donc Messe amère, nous l'avons fait au café libanais Le Babel, rue Haute à Wavre. Et comme première question, j'ai demandé à Benoît Goffin de nous faire un petit rappel justement sur ce premier roman, Messe amère, toujours aussi paru chez Weyrich, tout comme son nouveau roman, Lueur d'Ermitage. On attend avec impatience le troisième. Donc ça se passe dans un milieu monastique. Petit rappel, effectivement, je suis médiéviste de formation, donc j'ai beaucoup travaillé sur les ordres monastiques et ça m'a toujours fasciné parce que c'est un monde un peu en demi-teinte, toujours un peu sur le retrait. Et que donc s'il est sur le retrait, on peut imaginer bien des choses qui se passent entre les murs du cloître. Et donc Messe amère, c'est l'histoire de mort suspecte, on ne sait pas très bien au départ ce qui se passe, mais qui va déboucher sur une enquête policière, et l'enquête policière, évidemment, va révéler un certain nombre de choses. Donc c'est un roman policier, Messe amère, et c'est important de savoir pour le second dont nous allons parler, c'est que le prieur de la communauté, donc le supérieur de la communauté, voit un petit peu tous ces espoirs, toutes ces ce à quoi il attachait de l'importance dans sa vie religieuse s'effondrer au fur et à mesure que l'enquête révèle que les choses ne sont malheureusement pas aussi glorieuses qu'il l'espérait. Voilà. Et de la part des lecteurs, quel a été l'accueil de votre premier roman, Messe amère ? Ceux dont j'ai un retour sont vraiment des gens qui m'ont remercié, qui m'ont félicité. Je suppose que ceux qui n'étaient pas contents ne m'ont pas contacté. On va dire des choses comme ça, mais non. Grosso modo, je suis le premier surpris de voir que les gens l'ont bien accueilli, ont apprécié cette enquête, que ça les a vraiment tenus en haleine. Et que jusqu'à la dernière page, ils se sont vraiment accrochés au récit et l'ont vraiment beaucoup apprécié. Ça fait plaisir à l'auteur, bien sûr. Vous venez de sortir un deuxième qui s'appelle Lueur d'Ermitage. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce deuxième roman, qui est c'est une sorte de suite du premier, je pense. Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, on retrouve deux personnages qui se trouvaient dans Messe amère. Je dirais les principaux protagonistes, le prieur en question, le père Élisée, et d'autre part le commissaire Legault qui apparaît furtivement. Alors je ne vais rien trahir, mais il apparaît, il reste dans les relations avec le père Élisée. Alors le lien se trouve à ce niveau-là et peut-être aussi dans le fait que cette vie en ermitage du père Élisée, c'est un petit peu le choix qu'il a fait après la débâcle qu'il a vécue dans sa communauté dans le premier roman. Donc comme vous dites, on retrouve le père Élisée. Comment est-ce qu'il a évolué par rapport donc, à Messe amère, votre premier roman ? Au départ, c'est un homme perdu. Il a perdu toutes ses illusions. Il se retire parce qu'il ne voit plus très bien ce qu'il pourrait faire dans cette vie communautaire. Et donc il choisit volontairement d'aller vivre dans un endroit en fait qu'il connaît. Parce que deux de ses anciens compagnons de résistance, il a été résistant pendant la guerre 40-45, deux de ses anciens compagnons ont vécu là, sont morts là, et l'ermitage est libre.
Et donc il s'est dit, eh bien moi je voudrais aller vivre là-bas et pouvoir un petit peu réfléchir à tout ce qui m'est arrivé. Il espère évidemment y vivre une vie calme. Un ermite, en principe, n'est pas quelqu'un d'agité ni de très mondain, dirons-nous. Et en fait, il va lui arriver des tas d'aventures totalement imprévues et par rapport auxquelles, voilà, c'est une autre vie qui commence. C'est un cadre idyllique, de votre deuxième roman. C'est le hameau de Bernister et la forêt ardennaise. Comment et pourquoi vous avez choisi ces lieux? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, c'est un lieu que je connais très bien parce que depuis mon enfance, mes parents nous emmenaient, mon frère et moi, en vacances là-bas, dans un hôtel de la région. Et donc l'Ermitage est un petit peu un but de promenade. Et avec les années, ça m'a donné l'occasion de rencontrer 2 de ces ermites que j'ai beaucoup apprécié. Le père Jacques Winandi d'ailleurs, qui était un bénédictin et qui s'était établi là pour les dernières années de sa vie. Et puis un autre moine de Saint-André, le père Benoît Standart, qui m'a accueilli dans son ermitage, qui m'a montré un certain nombre de choses. Donc c'est un lieu qui me tient à cœur. J'ai volontairement gardé le nom d'ailleurs. J'ai pas changé le nom du lieu, c'est Bernister, à côté de Malmedy. Et c'est un cadre absolument extraordinaire parce que c'est vraiment la frontière entre l'Ardenne et les Hauts-de-Fagne. On est vraiment dans ce pays de transition entre les tourbières de la Haute-Fagne. On descend un peu, on arrive dans la région des Sapins. Voilà, je conseille à tout qui a envie d'aller se promener là-bas, ça vaut la peine. Le père Élisée, c'est un personnage complexe qui est marqué par un drame. Comment est-ce que vous avez abordé la construction de ce personnage? Est-ce que vous l'avez fait évoluer par rapport à Messamère? Oui, c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai titré le deuxième ouvrage « Lueur d'ermitage ». Je dirais que le premier, c'est un peu la descente du père Élisée, je ne vais pas dire aux enfers, mais en tout cas dans des choses extrêmement compliquées pour lui. C'est un homme qui passe par un creux. Et je pense que dans l'existence humaine, le creux, c'est souvent ce qui vous construit, ce qui vous permet de rebondir sur autre chose. Et lueur d'ermitage, c'est vraiment la lumière qui se dessine à l'horizon pour lui, mais tout à fait dans une perspective qu'il n'avait absolument pas imaginée. Je pense que si on prenait le père Élisée au début du premier livre, ce qu'il aurait imaginé, c'était de continuer sa carrière de théologien, d'homme du livre, de supérieur de communauté. Quand on le retrouve dans le deuxième, je dirais que les lueurs tiennent à une sorte de fragilité de sa part qui fait qu'il tend l'oreille à tout ce qu'il vit, tout ce qu'il expérimente. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est que une fois qu'on a traversé la difficulté, quand on parvient à garder l'oreille ouverte pour pouvoir s'émerveiller encore, la vie est gagnée. Le roman, vous l'avez sorti juste avant les vacances d'été. C'est un roman d'été ou bien on va pouvoir le lire en hiver aussi? J'espère qu'on le lira en toute saison. C'est ce que je souhaite. Le thème du roman, c'est la justice des hommes versus la justice de Dieu. Comment est-ce que vous explorez cette tension? Disons que je l'imaginerais un peu différemment. C'est effectivement le commentaire qu'on lit dans la très belle critique que Thierry Detienne a faite dans Le Carnet et les Instants. Je n'oppose pas justice de Dieu et justice des hommes. Déjà, pour définir ce qu'est Dieu, je pense qu'il n'appartient à personne de pouvoir dire quoi que ce soit à ce sujet-là. L'essentiel est, comme je viens de le dire tout à l'heure, d'être dans une expérience d'ouverture à ce qui se manifeste. Et peut-être, si effectivement on est suffisamment éveillé et attentif, peut-on discerner des signes dans un sens ou dans l'autre qui feront dire à certains il y a une intervention de quelque chose d'autre que moi. Et je n'irai jamais plus loin dans l'affirmation de ce que Dieu peut être. Vous êtes un auteur belge. Est-ce que parfois ça vous donne envie d'aller voir, on parlait de romans de vacances, mais d'aller voir aussi en France comment est-ce que votre roman pourrait être accueilli, à moins qu'il ne soit peut-être trop belge? Je crains un peu que... alors, la France compte des auteurs évidemment extraordinaires. Je crains que la littérature belge ne passe guère nos frontières. Il y a des maisons d'édition prestigieuses en France et j'ai l'impression qu'ils nous regardent parfois un petit peu à distance en disant « Bon, qu'est-ce que les Belges vont encore sortir ?» Mais ils ont leur propre marché. Donc, je serais très heureux évidemment si le roman pouvait passer de l'autre côté de la frontière. Mais je suis déjà extrêmement ravi de savoir qu'en Belgique, on est attentif aux auteurs belges, francophones ou néerlandophones d'ailleurs. Je ne fais aucune distinction, mais il faut vraiment être attentif et soutenir la littérature belge. Votre roman, vous parlez de néerlandophone, il a été traduit en néerlandais aussi? Pas encore, j'aimerais bien que ce soit le cas. J'aimerais bien aussi, par exemple, qu'un producteur en fasse
un film ou qu'un dessinateur en fasse une bande dessinée. Je pense qu'il s'y prêterait assez bien parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a des paysages, il y a des rencontres. Donc il me semble que traduit en dessin, ça pourrait être vraiment une publication intéressante. Et du côté film ou cinéma, qui verriez-vous dans le rôle du Père Élysée comme acteur ? Ah, ça c'est une excellente question, je n'y ai jamais réfléchi. Ah là là. À l'heure actuelle, je chercherais évidemment dans des acteurs. Je pense à... mais il est encore un peu jeune. Mais un acteur que j'ai vu récemment dans une série qui s'appelle... son nom de famille c'est Gob, mais je cherche son prénom, je ne retombe plus dessus. Je pense qu'il a cette espèce à la fois de volonté et de fragilité qui, avec quelques années de plus, ferait de lui un excellent Père Élysée. Père Élysée, il a un chat qui s'appelle Crapule. Quel est son rôle dans votre roman ? Dans le fond, c'est celui qui voit, je pense, les choses avant les humains. J'ai eu un chat aussi à la maison pendant de nombreuses années. J'ai toujours été émerveillé par son espèce de simplicité et en même temps d'attention. C'est un félin, n'oublions pas, mais il me semble que les animaux, bien souvent, nous renvoient un regard de nous-mêmes qui fait dire « mais pourquoi est-ce que vous, les humains, vous compliquez tellement les choses alors que la vie, même si elle est dure, même si elle n'est pas facile, elle n'est pas nécessairement bonne, mais elle peut être belle ». Et Crapule, est-ce que vous vous êtes basé sur un chat qui existe ou pas ? Oui, c'est un nom qui me vient d'un moine justement qui avait appelé son chat Crapule parce que je pense qu'il faisait un peu ses déjections un peu partout. Mais j'ai retenu ce nom surtout parce que l'appeler Crapule, c'est dès le départ le considérer comme quelqu'un que l'on rejette. Or, les gens qui sont dans cette fragilité du rejet sont souvent des gens qui ont une sagesse que n'ont pas les autres. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots sur votre processus d'écriture ? Comment vous faites un plan ou bien chaque jour vous vous levez et vous écrivez une partie du roman ? Non, j'ai une idée générale. Et l'idée générale peut partir de choses très, très brèves, très simples. Un lieu, un personnage, une conversation, un bout de lecture me donne l'idée de ce que je voudrais écrire. À partir de là, il faut que je compose quand même un synopsis général. Mais il peut être très, très simple, très rudimentaire au départ. Et l'écriture, alors, de ce que j'ai en synopsis m'amène évidemment à l'accroître, à l'agrandir, à l'agrémenter. Et là, à ce moment-là, c'est ma plume qui me guide dans le processus. Mais je suis en train d'en écrire un 3e où je procède un peu autrement. J'ai effectivement une idée de départ. Ça se passera ici dans le Brabant wallon. Et je le construis par petits épisodes qui, pour l'instant, ne se succèdent pas. Donc c'est une espèce de puzzle de différents épisodes et ce ne sera qu'à la fin que je les mettrai dans l'ordre que je choisirai. On va retrouver les mêmes personnages que dans les 2 premiers ? Alors le commissaire Legault, oui, et plus longuement d'ailleurs que dans le 2e. Le Père Élysée, non, puisqu'il est mort évidemment au terme du 2e ouvrage. Et je trouve important que, même si on tient pendant un certain temps un personnage, il y a un moment où il faut le lâcher. Il y a un moment où quelque part il faut lui rendre un peu sa liberté et se dire « bon écoute, je t'ai assez emmerdé, maintenant je passe à quelqu'un d'autre ». Est-ce que vous avez une sorte de rituel ou de discipline d'écriture ? Plutôt un horaire. J'écris le matin, parce que je trouve que les heures du matin, et le plus tôt possible d'ailleurs, sont les heures de concentration, en tout cas pour moi, les plus favorables. Quand le jour se lève, que les gens ne sont pas encore sur les routes, que vous avez encore un silence autour de vous, dans la rue, et que les oiseaux occupent l'espace. Ça, pour moi, c'est vraiment un temps privilégié d'écriture. Alors, comment est-ce que vous parvenez à équilibrer les descriptions qui sont détaillées des paysages et également les descriptions des édifices avec le déroulement de l'intrigue dans votre roman ? C'est fondamental pour l'écriture du roman, parce qu'en général, je pars d'une personne, par exemple, ici le Père Élysée, donc il faut que je le visualise. Et en général, quand je parle de personnages, c'est une association que je fais entre des gens que j'ai connus. Donc je peux physiquement les décrire, je peux intellectuellement les décrire, et forcément, je force le trait. J'essaie de ne pas être caricatural, je pense que je ne le suis pas, parce que voilà, je pense qu'il faut rester dans le domaine du plausible. Ce 2e roman n'est pas un roman policier d'ailleurs, c'est plutôt un récit de vie. Donc il faut véritablement que le personnage tienne dans la réalité. S'il est trop caricatural, l'exagération ne mène pas à une histoire qui attire le lecteur. Donc il faut raison garder et en même temps
le typer suffisamment pour que le lecteur puisse se réjouir et prendre son plaisir à ce qu'il lit. Quand vous écrivez, est-ce que vous dites je vais écrire pour que la personne qui va me lire va m'aimer, ou bien vous écrivez et vous dites j'espère qu'il va apprécier ce que j'écris? Au départ, je n'écris pas pour d'autres personnes, c'est assez spécial. J'ai écrit de nombreuses années, depuis l'âge de mes 15 ans d'ailleurs, uniquement pour moi-même. Je n'avais absolument pas l'idée d'une publication. Et finalement, c'est depuis que je suis pensionné de l'enseignement que je me suis dit il y a une forme de communication que j'aimerais bien garder. Et comme mon outil, c'est l'écriture, je me suis dit ce que j'écris, je vais chercher à le publier. Mais pas du tout pour être aimé ou détesté par les gens, parce qu'on peut très bien ne pas apprécier ce que j'écris. Mais j'écris véritablement d'abord parce que je ne sais pas faire autrement. Ça a été toujours mon mode d'expression, l'écriture. J'ai besoin d'écrire. J'ai l'impression que ma journée est construite quand effectivement je peux relire quelque chose que j'ai écrit. Voilà. L'inclusion des descriptions, des balades et des rencontres avec les animaux de la forêt, ça ajoute une dimension poétique à votre roman. Est-ce que c'est voulu ou bien c'est parce que vous l'écrivez, c'est comme ça en fait? J'aborde la question de la poésie avec beaucoup de prudence parce que je crois qu'écrire de la poésie, c'est quelque chose d'encore plus exigeant que d'écrire un roman. La poésie doit suggérer les choses en très peu de mots. C'était un de mes premiers travaux d'ailleurs, c'était d'enlever une série de mots qui étaient surabondants dans mon premier livre, auquel j'avais déjà enlevé un certain nombre de descriptions peut-être inutiles. J'avais un peu peur finalement que le lecteur ne comprenne pas assez ce que je voulais lui dire. Je pense que ce qui est important, c'est de laisser la liberté au lecteur, mettre les mots qu'il faut pour que lui-même puisse voyager dans sa tête, imaginer. La meilleure lecture est celle où le lecteur fait au moins autant de chemin que l'écrivain et puisse lui aussi de son côté se mettre en marche à travers les mots et les phrases. Vous êtes historien, est-ce que vous avez intégré des éléments historiques dans votre roman Lueur d'Ermitage, paru chez Weyrich, il faut le préciser, et comment est-ce que vous avez fait ça en fait? Alors effectivement, dans ce second roman, j'ai beaucoup plus travaillé avec le plaisir de l'historien. Tout simplement en faisant venir autour de cet ermitage et du Père Élysée un certain nombre de gens qui étaient impliqués dans l'histoire. Alors que ce soit par rapport à la révolution soviétique, que ce soit par rapport à l'Empire allemand, que ce soit par rapport à d'autres événements parfois plus anciens, je me suis fait entre guillemets plaisir en faisant référence à l'histoire, ce qui veut dire aussi que ça m'a demandé un travail beaucoup plus long. Parce qu'à partir du moment où vous entrez dans des faits historiques ou qui approchent les faits historiques, vous êtes obligé de faire suffisamment de recherches pour raconter les choses telles qu'elles se sont véritablement passées. C'est encore plus le cas dans mon troisième roman que je suis en train d'écrire, parce que là non seulement on voyage dans l'histoire, mais on voyage dans le temps. On va remonter jusqu'au VIe siècle. Donc ça demande un travail long, mais qui me passionne, parce qu'effectivement, comme vous le dites, je suis historien et quelque part c'est là que se trouvent mes racines. Les réactions des lecteurs et des lectrices au sujet de Lueur d'Ermitage, est-ce qu'elles étaient les mêmes que concernant votre premier roman, donc Messe amère? Je pense qu'ici, elle dénotait plus deux choses. La première chose, c'est que le roman se lit plus facilement, m'a-t-on dit, parce qu'il y a beaucoup moins de personnages. Le premier, j'avais mis d'ailleurs une liste des personnages en entrée de jeu, et c'était bien nécessaire, sinon on risquait un peu de s'y perdre. Ici, dans le second, les personnages sont très vite ciblés, on voit à qui on a affaire, et les lecteurs me disent, voilà, ça se lit manifestement plus facilement à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est un bien. Je pense que voilà, ça manifeste ma propre évolution dans l'écriture aussi. Quel message ou réflexion espérez-vous que les lecteurs retiennent de ce deuxième roman? Alors, si vraiment je pouvais dire ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que, et c'est un petit peu ce que dit le commissaire Legault au départ du roman, c'est que le lecteur y trouve en dessous des faits, c'est un peu un palimpseste si vous voulez. Il y a le roman lui-même, il y a l'histoire, il y a tout ce qui fait voyager, mais en dessous de ça, j'aimerais que les gens sentent qu'il y a une sagesse par rapport à l'existence. C'est que dans le fond, la seule chose importante qui compte, c'est de rester ouvert à l'émerveillement et rester ouvert aux autres. Ce qui est paradoxal pour un ermite, parce qu'en principe, un ermite vit seul. Or, mon ermite à moi est celui vers qui les gens viennent parce qu'ils sentent que lui, il accueille. Et ça, si les gens pouvaient sentir ça et s'en réjouir, je serais ravi, évidemment.
Quels sont les auteurs ou livres qui ont inspiré votre écriture ou même votre style ? C'est très difficile à dire parce que j'ai l'impression que au niveau du style que j'utilise, je ne me sens pas l'héritier d'un auteur particulier. J'ai l'impression que, écrivant depuis l'adolescence, mon style finalement s'est défini progressivement sans que j'y réfléchisse vraiment. Vous savez, je ne réfléchis pas à avoir un style. Ce sont les gens qui me font remarquer. On me dit, ah mais dans le deuxième, on reconnaît ton écriture du premier. Alors, moi-même, j'en suis le premier étonné parce que c'est pas du tout un calcul, c'est pas du tout quelque chose que je cherche à faire. J'essaye surtout d'écouter la musique des mots. Ça, oui, ça m'importe. Lorsque j'écris, je relis à haute voix mes phrases parce que je dois sentir si effectivement la tonalité, la musicalité de la phrase sonne juste à mon oreille. J'espère avoir une bonne oreille, ça je n'en sais rien, mais c'est ça qui pour moi est important. Comment envisagez-vous l'évolution de votre carrière littéraire ? On sait que vous avez un 3e roman. Est-ce qu'il y en aura un 4e, un 5e, un 6e ou après le 3e, ça va s'arrêter ? J'espère que non. En fait, j'ai déjà écrit une partie d'un 4e et puis je l'ai laissé pour l'instant sur le côté parce que le 3e me tenait vraiment à cœur. Je me dis, voilà, pour l'instant, c'est celui-ci que je dois écrire. Il me paraissait plus urgent à coucher sur le papier. Le 4e, je pense que je vous en avais déjà parlé parce que je l'avais dans le coin de la tête, il y a déjà 2 ans. Et ce serait le récit de 2 combattants de la guerre 14-18 qui sont en fait mes 2 grands-pères et qui vont trouver... comment dirais-je, vont nous témoigner de leur manière dont ils se sont retrouvés finalement derrière le front de l'Isère pour se connaître tôt ou tard. Donc ça, c'est ce que j'ai en tête par rapport à mon 4e roman. J'aimerais bien évidemment que ma carrière, comme vous dites, littéraire, mais se poursuive indéfiniment. Je voudrais quand même bien, tôt ou tard, publier quelques poèmes que j'ai écrits et que j'ajoute dans un recueil lorsque ça me vient. Je n'écris pas souvent de la poésie. Comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est quelque chose de terriblement exigeant. Je pense que là, je dois encore peaufiner ma manière de travailler, qui est une manière à la fois de creusement et de dégagement de tout ce qui est superficiel. C'est vraiment c'est de l'ordre de la mystique, la poésie. Mais c'est quelque chose qui pour moi est un défi auquel vraiment je voudrais arriver. On entend parfois des auteurs ou des autrices qui disent que trouver un éditeur, c'est très compliqué. Vous, c'est Weyricht. Vous avez eu facile à le trouver, Weyricht, puisque c'est déjà votre 2e roman, donc ils vous connaissent un petit peu. Facile à le trouver, oui, dans la mesure où je n'ai finalement pas dû chercher dans des dizaines de maisons d'édition. J'avais quand même envoyé mon manuscrit à un certain nombre d'entre elles, mais assez vite, Weyricht m'a répondu par le directeur de collection de Plume du Coq, où paraissent mes 2 romans, donc Monsieur Christian Liebens, qui m'a fait confiance très vite. Alors il m'a donné des tas de conseils, parce que j'étais novice évidemment en la matière, mais sa confiance perdure. Et il m'a dit à la Foire du Livre, lorsqu'on s'est revus ici il y a 1 ou 2 mois, il m'a dit, voilà, ta manière d'écrire, je l'aime bien. Et je pense que véritablement, ça reste pour moi la maison d'édition qui m'a accueilli et auquel je suis reconnaissant. Est-ce que lorsque un éditeur, avant de publier votre livre, est-ce qu'il fait beaucoup de corrections ? Et est-ce que c'est facile, puisque c'est votre œuvre, de voir qu'une personne, dans le fond, étrangère à celui-là ou à celui-ci, dit, bon, voilà, cette phrase-là, il faut l'enlever, il faut peut-être enlever ça, ou bien ils ont accepté le livre sans faire aucune correction ? Ça dépend un peu le type de correction qui est demandé. Si fondamentalement il me demandait de changer des choses qui pour moi sont essentielles, ça aurait été compliqué, parce que je n'étais pas prêt à lâcher les choses. Par contre, quand il s'agit de certaines longueurs de paragraphes ou de certains mots employés qu'il faut soit expliquer, soit utiliser autrement, je suis très ouvert, parce que dans le fond, au niveau de l'édition, ils ont l'expérience que moi je n'ai pas. Donc, mais à vrai dire, je n'ai jamais eu de grosses demandes de modification. Il me semble que dès le départ, on était assez d'accord sur ce qu'on voulait faire et sur notre manière de travailler. Tant mieux pour moi, dans le fond. Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes ou même des moins jeunes qui souhaitent se lancer dans l'écriture soit de romans historiques ou des romans avec un thème religieux ? D'être des passionnés. Je pense que le succès, que ce soit en littérature, en art ou dans d'autres domaines, c'est la passion que l'on y met. Une passion réfléchie, une passion travaillée aussi. Je ne crois pas beaucoup à des gens qui auraient des dons innés. Il y en a, il y a des Rimbaud quand même dans la nature, mais je pense que la qualité d'un ouvrage, quel qu'il soit, c'est le résultat de travail.
Donc, si vous êtes passionné, vous serez prêt à investir le travail qu'il faut pour mener à bien votre œuvre. Donc, je souhaite à tout qui se lance dans l'écriture ou dans la peinture ou dans autre chose, c'est d'être passionné et de nourrir cette passion. Parce que c'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes et que bon voilà, on va aller manger un petit morceau. Non, non, il faut nourrir sa passion, il faut écouter, il faut voir, il faut entendre. L'écrivain doit lire, l'artiste doit voir. Et je pense que ça, c'est tout ce qui fait la joie, le plaisir et l'habillement de son travail. Une dernière question, vous avez été enseignant. Est-ce qu'il vous arrive parfois de croiser des anciens élèves à vous qui ont lu vos romans? Et si oui, quelle réaction ils ont par rapport à ces 2 romans donc, que vous avez publiés, Messe amère et Lueur d'ermitage? Oui, j'en rencontre parfois. Il y en a même certains qui m'envoient des petits messages de temps à autre, qui me disent « Oui, on a vu que votre 2e roman est sorti, le premier nous a plu, on va lire celui-ci. » Mais il faut dire que j'étais enseignant dans les classes terminales, donc j'avais essentiellement les rhétoriciens. Donc je pense des jeunes qui, à l'âge qu'ils avaient à ce moment-là, pouvaient être peut-être plus facilement éveillés à ces formes de communication que des préadolescents. Si j'avais été professeur dans des classes inférieures, peut-être que les gens n'auraient pas lu ou ne se seraient pas souvenus de ce que je faisais. Mais j'ai des retours de mes anciens élèves et ça m'émeut beaucoup parce que je trouve que on dit souvent, ou certains disent que ouais, les jeunes, c'est difficile. Moi, j'ai toujours eu cette chance, je vais peut-être dire les choses comme ça, d'avoir affaire à des jeunes qui étaient écoutants, qui étaient interpellants, qui m'ont vraiment donné la joie du métier. Et donc, cette joie redouble quand ils reprennent aujourd'hui contact avec moi. Ça y est, c'est fini. Merci Benoît Goffin d'avoir répondu aux questions. Je rappelle donc Lueur d'ermitage, c'est le 2e roman de Benoît Goffin paru chez Weyrich. Le premier est toujours en vente, s'appelle Messe amère. C'est à vous maintenant à agir. Vous pouvez laisser un like et un commentaire sur ce podcast. Vous pouvez le partager aussi. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à cette plateforme. Comme ça, vous serez tenu au courant avant tout le monde de la publication des prochains podcasts. Merci de votre fidélité. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et rendez-vous pour un nouveau rendez-vous audio de ce podcast, les interviews d'Eric Cooper. Bye bye.